Bienvenue à tous. Mon nom est Rosalie Drum. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Midi-Snack présentée par le RTCBQ. Donc, le RTCBQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers la province pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Cette série de webinaires Midi-Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché institutionnel québécois. Petit rappel technique avant de débuter avec nos invités. Donc d'abord, veuillez noter que les webinaires de la série Midi-Snack sont enregistrés pour en faire bénéficier un maximum de personnes et sont disponibles sur notre site internet rtcbq.com dans la section webinaire de l'onglet commercialisation pour une écoute en rediffusion. Pour vos questions, nous vous demandons d'utiliser la section Q&R dans le haut de votre écran. Les questions choisies seront répondues tout au long du webinaire. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Donc, Sarah Bouvrette, Annie Cossette, Marie-Claude Bernard et Virginie Mesquiche qui abordent le sujet d'aujourd'hui. Soutenir l'approvisionnement local dans les écoles, une stratégie mise en place par l'ITHQ. Virginie, à toi la parole. Merci beaucoup, Rosalie. Bonjour, mesdames et messieurs. Et d'abord, merci au RTCBQ de nous accueillir dans le cadre de ces Midi Snacks. Merci aussi à vous qui êtes derrière votre écran de partager votre heure de lunch avec nous. Donc, durant ce webinaire, nous discuterons, comme l'a mentionné Rosalie, d'approvisionnement local, particulièrement dans les écoles. Vous n'êtes pas sans savoir que la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, on va simplifier par la SNAC, incite depuis 2020 les institutions publiques à se doter d'une cible d'achat local, particulièrement dans les 3 réseaux que sont la santé, les services sociaux, l'enseignement supérieur et l'éducation. Je vous invite aujourd'hui à comprendre comment l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ et les partenaires de la SNAC unissent leurs forces pour répondre aux besoins des institutions publiques, encore une fois, aujourd'hui, particulièrement dans le réseau de l'éducation. Nous vous présenterons donc 2 exemples concrets dans 2 centres de services scolaires différents avec la complicité de nos 3 panélistes. Donc, Sarah Bouvrette, qui est conseillère en approvisionnement local à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, Annie Cossette, qui est conseillère en commercialisation au Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière, le CDBL, et Marie-Claude Bernard, qui est technicienne, mais aussi chef d'équipe en gestion alimentaire et soutien au développement de l'éducation alimentaire ou à l'alimentation durable au centre de services scolaires des rives du Saguenay. Donc d'abord, merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Débutons donc sans plus tarder avec Sarah Bouvrette qui nous présente le portrait du réseau de l'éducation et les projets dans les 2 centres de services scolaires. Je vais te céder la parole, Sarah, pour 20 minutes et je vous invite, comme l'a précisé Rosalie, cher public, à poser vos questions dans la section Q&R, comme vous en avez l'habitude. Vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons au fur et à mesure. Cela dit, nous allons laisser Sarah nous faire la présentation du portrait de ce secteur. À toi la parole, Sarah. Merci beaucoup, Virginie. Bonjour tout le monde. Donc, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment de démontrer la collaboration entre les différents partenaires de la SNAC, comment on arrive à faire connaître les produits des entreprises québécoises et aussi de démystifier le réseau du milieu scolaire. Donc, je suis conseillère en approvisionnement local à l'ITHQ. Je travaille pour le centre d'expertise. Donc, l'ITHQ étant une école hôtelière, mais qui a également un centre d'expertise qui offre du service conseil au milieu de l'hôtellerie, de la restauration et de l'institution. Donc, plus précisément, les conseillers en approvisionnement local du centre d'expertise de l'ITHQ, on est 8 qui travaillent auprès des régions, là, à travers les régions, différentes régions du Québec. Et nous travaillons là, dans le cadre de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, qu'on appellera la SNAC pour la suite de la présentation, qui est une stratégie donc, qui a été mise en place par le gouvernement du Québec, qui est portée par le MAPAC, et le MAPAC qui a mandaté différents partenaires pour venir accompagner et les entreprises et les institutions publiques, mais dont l'ITHQ. C'est pourquoi on a mis en place un service d'accompagnement pour une alimentation locale dans les institutions publiques qui est là, depuis maintenant 4 ans.
Les différents partenaires de la SNAC, justement, donc on voit bien que les THQ se situent du côté de la demande. Donc, nous accompagnons de façon quotidienne. On a des relations privilégiées avec les institutions publiques. Mais il y a aussi différents partenaires avec qui on travaille, là, qui vont se situer tout au long là, de la chaîne alimentaire pour accompagner aussi tout le monde afin de rapprocher l'offre et la demande. Donc, on voit par exemple le RTCBQ qui nous accueille aujourd'hui. On a le Centre Umami qui a donné aussi le dernier Midi Snack le mois dernier. On a Aliments du Québec. Donc, plusieurs partenaires là, qui se situent partout afin d'offrir de bons services conseils à tous pour rapprocher l'offre et la demande. Maintenant, je vais rentrer un peu pour vous présenter le portrait du réseau de l'éducation. Donc, au fil de nos accompagnements, un peu le profil qu'on a su déceler, des observations qu'on a fait pour mieux comprendre vraiment ce réseau-là. C'est un réseau qui a en fait des modes de fonctionnement variés. Donc, le réseau de l'éducation, aujourd'hui, on va parler plus précisément des écoles primaires et secondaires qui sont généralement regroupées en centres de services scolaires, donc j'appellerai CSS, dans les différentes régions du Québec. Donc, une même région peut avoir plusieurs CSS aussi. Puis au sein d'un même CSS, il va y avoir des écoles primaires, des écoles secondaires, des écoles aussi de services professionnels. Puis, au sein d'un même CSS, on va avoir des modes d'approvisionnement de gestion alimentaire qui vont être variés. Donc, pour certaines écoles, il y en a qui n'auront tout simplement pas de service alimentaire. Pour d'autres, ça va être en autogestion qu'on appelle. Donc, c'est vraiment des employés de l'école qui vont offrir un service de cafétéria. Il y a des écoles qui vont opter pour faire affaire avec un traiteur externe qui va venir livrer en fait les repas directement à l'école sous forme de barquettes, par exemple, qui vont être distribuées aux enfants, des commandes qui se font généralement à l'avance. Puis on observe aussi la présence de concessionnaires alimentaires, donc qui vont fonctionner avec des contrats avec les différentes écoles et qui vont venir habiter les lieux de l'école, la cuisine, le service de cafétéria pour offrir une offre alimentaire aux élèves. C'est aussi un réseau qui va avoir une mesure d'aide alimentaire. Donc, en fonction de l'indice de défavorisation de l'école va recevoir un budget alloué à l'achat d'aliments nutritifs pour un peu là, que tout le monde ait une chance égale là, d'avoir accès à des aliments sains et nutritifs. Puis c'est aussi un réseau qui va être assujetti à la politique cadre pour un virage santé à l'école. Donc, c'est une politique cadre qui est en place depuis 2007, qui est actuellement là, en voie d'être révisée. Donc, la nouvelle mouture, on devrait l'avoir arrivée dans les prochains mois. C'est une politique, donc, qui va donner des balises nutritionnelles nécessairement aux écoles pour les guider dans leur choix d'approvisionnement alimentaire, pour favoriser donc un environnement favorable à des saines habitudes de vie. Quelques observations qu'on voulait aussi mentionner, qu'on trouvait intéressantes. On voit dans les écoles que les initiatives sont porteuses, surtout autour de l'offre de collation. Donc, c'est un beau levier pour amener des projets, amener du changement. Les projets sont souvent initiés et maintenus par le personnel de l'école. J'ai inscrit aussi littératie alimentaire. Donc, les différents projets reliés au niveau de l'alimentation, on voit qu'il y a un super beau potentiel de levier au niveau de la littératie alimentaire. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de donner les connaissances, les compétences aux élèves afin de leur donner de l'autonomie et de la responsabilité. Donc, augmenter leur capacité, en fait, à être en mesure de prendre des décisions pour favoriser leur santé personnelle, mais aussi favoriser un système alimentaire plus durable. Potager collectif, donc on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui mettent en place des projets de potager collectif directement sur les lieux des écoles qui vont venir faire participer les élèves à la culture directement. Puis, on voit aussi la présence d'entreprises d'économie sociale comme le Club des petits déjeuners ou la cantine pour tous, par exemple. Maintenant, quelques enjeux que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, l'insécurité alimentaire, on sait que c'est présent partout à travers la province, mais ça se répercute aussi à l'école. Donc, on sait que les enfants qui vont avoir un accès à une alimentation en quantité et en qualité intéressante, ben, vont être plus aptes à faire des apprentissages, là, ils vont être plus aptes à faire des apprentissages. Donc, l'insécurité alimentaire va se répercuter aussi directement en classe. C'est un réseau qui a des ressources financières limitées. C'est un réseau pour qui un minimum de commandes élevé, ça peut être
un frein, en fait, pour des petites écoles. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, qui ont des modes de fonctionnement qui vont être variés, mais si une école fonctionne de façon individuelle, pour elle, un minimum de commandes, ça peut être plus difficile à gérer. Un manque de ressources humaines et de ressources matérielles pour les projets alimentaires, c'est aussi un enjeu. Des pratiques d'approvisionnement qui sont variables d'un CSS à l'autre et même au sein d'un même CSS aussi. Puis des services de cafétéria qu'on voit qui sont de moins en moins présents. Donc, que ce soit qu'il n'y ait pas du tout de service alimentaire ou des traiteurs externes qui viennent faire des livraisons d'aliments aussi, par exemple. Donc, en tant que conseiller en approvisionnement local, de quelle façon on accompagne les institutions publiques de façon générale? On va en fait faire la quantification de leurs achats sur une année, par exemple, pour être en mesure de leur donner une photo, un diagnostic de où ils se situent actuellement au niveau de leur approvisionnement local, puis ensuite leur donner des pistes de substitution pour aller encore plus loin en approvisionnement local. Par contre, pour le réseau de l'éducation, peut-être pour les plus petites écoles, avoir accès à tous ces rapports d'achat-là ou faire ce type de quantification-là, c'est peut-être pas nécessairement réaliste et adapté pour eux. C'est pour ça qu'on a mis en place, en fait, une approche par projet, donc un projet de développement de recettes adaptées. Aujourd'hui, je vous présente deux exemples concrets, en fait, qu'on a fait avec deux CSS, en collaboration avec deux CSS différents. Les objectifs derrière ça, c'est vraiment de créer, standardiser de 3 à 5 recettes à intégrer au centre de service scolaire. Donc, des recettes qui allaient être standardisées en 25 portions. Ça allait être facilement réalisable au sein d'une classe, comme on sait que la grandeur d'une classe, c'est à peu près, là, justement, 25 élèves. Et de proposer également un projet rassembleur, simple, identitaire, qui allait permettre aux écoles participantes de se doter d'une cible en approvisionnement local. Et donc, on a fait un projet qui était vraiment collaboratif. On est allé s'entourer là, de partenaires pour aller chercher les expertises de chacun, puis d'avoir un projet là, qui était plus aussi durable et respectueux vraiment des besoins là, du client. Donc, on a travaillé en collaboration avec la table de concertation bioalimentaire régionale, pour un exemple. Donc, la table de concertation de la notaire. Et Annie est avec nous aujourd'hui, donc elle va pouvoir vous parler un peu plus tard, un peu plus de son côté de collaboration. Puis, on a travaillé avec les deux différents centres de services scolaires pour vraiment être bien à l'affût de leur réalité et leurs défis. Ici, je vous présente un exemple de calendrier de projet. C'est vraiment simplement pour vous montrer, en fait, que ça prend du temps. Donc, il faut vraiment le bien planifier, en fait, puis bien y réfléchir, puis s'entourer là, d'être plusieurs collaborateurs pour vraiment mener à terme un projet. Donc, ici, on voit que le projet qui a été mené avec le Centre de service scolaire des Samars dans la Nodière a été initialement là, réfléchi au mois d'avril, puis on a vraiment terminé le projet au mois de septembre. Donc, ça a pris quand même un bon 6 mois pour bien le réfléchir et bien le mettre en place, le projet. Donc, simplement pour vous démontrer que ça ne se fait pas non plus là, en claquant des doigts. Puis pour reprendre 2 étapes là, juste comme ça, par exemple, à l'étape numéro 2, on va bien s'assurer de s'asseoir avec le centre de service scolaire, bien comprendre ses besoins. Donc, par exemple, ici, ça peut être de respecter les balises nutritionnelles, de respecter les ressources matérielles qui sont disponibles au centre de service scolaire. Et un autre exemple, donc, à l'étape 6, ici, on a décidé de se joindre à un événement déjà existant. Donc, les institutions Mange local, qui est un événement qui revient chaque année, donc qui est mis en place par Aliments du Québec, généralement qui a lieu vers la fin septembre, qui encourage les institutions publiques à faire des activités en lien avec l'alimentation locale. Donc, on a décidé aussi de s'inscrire dans déjà cet événement-là qui avait lieu pour qu'il y ait un peu plus de mouvance puis de mobilisation autour du projet. Donc, de façon un peu plus précise encore, je vous présente le premier exemple de projet qui était la création et standardisation de 5 recettes saines et lanaudoises faites avec la table de concertation bioalimentaire de la Nodière et le centre de service scolaire des Samars. Donc, c'est 5 recettes de collation qui ont été standardisées et créées en fait en cuisine à l'ITHQ par notre collègue chef Lola Haim.
des recettes qui mettent en valeur les petits fruits de la région. Donc ici, on a opté pour des fruits surgelés. C'était un peu plus réaliste au niveau aussi des besoins du CSS. Et ces 5 fiches recettes qui ont été standardisées en 25 portions et le CSS a été encouragé donc à venir vraiment utiliser ces recettes-là et à les faire directement en classe ou au service alimentaire. Ce qui était également demandé, donc, c'était de faire une quantification pour avoir un peu les données d'achat, mais également un bilan. Donc, avec des questions qu'on allait demander pour avoir de l'information qualitative et voir la portée là, de ce projet-là. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a pu voir que ça a donné place à des super beaux ateliers culinaires. Donc, ici, on a l'exemple de l'école Dominique Savio à Saint-Esprit. C'est le carré aux framboises et tofu qui a été fait, en fait, à travers l'école au complet. Donc, les 175 élèves qui ont pu participer au projet. Chaque professeur a vraiment utilisé une période au complet pour mettre de l'avant la recette, mais aussi présenter une vidéo sur l'approvisionnement local et de questionner les élèves s'il y en a que leurs parents étaient producteurs, transformateurs. Et j'ai eu la chance d'aller visiter une classe dans cette école-là. Et il y en avait que oui. Donc, il y a eu de super belles discussions qui ont émergé de ça. Puis les élèves étaient invités par petits groupes de 3-4 à venir faire une étape de la recette en avant de la classe. Donc, c'est une école qui n'a pas de service alimentaire. Ça a permis aux élèves de vraiment pouvoir tester un peu leurs compétences culinaires, leur apprendre différentes techniques, puis de les initier aussi au monde alimentaire, chose qu'ils n'ont pas accès nécessairement en ayant visité la cafétéria tous les jours. Puis on nous a mentionné aussi qu'il y avait l'intérêt pour reproduire l'activité à la maison, donc on voit que ça allait voyager. J'ai également un deuxième exemple ici, donc l'école des Cascades à Rawdon, qui ont fait les scones au bleuet. Donc, c'est une professeure qui a fait également l'activité en activité culinaire avec ses élèves. Puis, elle nous mentionnait qu'il y avait l'intérêt de refaire l'activité au sein de l'école. Donc, les 5 recettes allaient être utilisées puis réessayées au cours de l'année pour vraiment amener ce type d'activité-là à l'école. Il y a une sensibilisation aux produits locaux qui ont été faites. Les élèves là, questionnaient à savoir comment on fait pour connaître les produits locaux à l'épicerie. Donc, on voit que ça va voyager aussi, ce projet-là. Puis, ça a permis d'ouvrir la discussion sur les marchés de proximité. Puis, la table de concertation bioalimentaire de la Nodière offrait également un prix de participation, donc pour augmenter l'engouement, la participation au projet. C'est cette école-là qui a eu la chance de gagner le prix. Je laisserai Annie vous en parler un peu plus davantage aussi sur le prix tout à l'heure. Maintenant, on a un deuxième exemple, en fait, de projet qu'on a mis en place avec le Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. Marie-Claude est avec nous aujourd'hui. Elle pourra nous en parler aussi un peu plus tout à l'heure. C'est des recettes qui ont été développées à base de poudre de ténébrion. Donc, pour ceux qui ont un gros point d'interrogation en ce moment, qui se demandent qu'est-ce que du ou un ténébrion, en fait, c'est un insecte. Donc, il y a une entreprise québécoise qui élève les ténébrions, qui va ensuite les faire sécher, les réduire en poudre, entre autres. Et ensuite, bien, ça peut être intégré dans différentes recettes. Pourquoi c'est intéressant? C'est sûr que c'est un aliment qui est innovant. Mais c'est une source de protéines. C'est une protéine également qui va être plus durable que, par exemple, les viandes, volailles, les produits laitiers. Ça contient des fibres, donc c'est quand même super intéressant de s'y intéresser. C'est nutritif et durable. Donc, c'est une demande qui nous est venue du centre de service scolaire, à savoir qui avait envie, en fait, de faire découvrir cet aliment-là innovant à ses élèves, mais ne savait pas trop comment, dans quelle recette l'intégrer. Donc, ils ont fait appel à nous, toujours avec notre même chef à l'interne. Ces 3 belles fiches recettes attrayantes, encore une fois standardisées en 25 portions, qui ont été développées. Donc, en fait, l'objectif était vraiment un objectif éducationnel, de démontrer ce produit-là aux élèves, mais aussi que c'était un produit de proximité dans ce cas-là, très régional. Puis de développer des recettes là, avec cet ingrédient-là. Ce qui était important à respecter, c'était de respecter les ressources disponibles, donc autant le type d'activité qui voulait être abordé, les ressources matérielles, donc quel type d'équipement ils ont pour faire les recettes, puis de mettre en valeur le produit émergent nécessairement. Et donc, en est résulté la création de 3 fiches recettes, mais aussi une belle collaboration entre le Centre de services scolaires, l'ITHQ et l'entreprise locale. C'est quoi les impacts, les retombées de ce genre de projet-là?
En fait, l'impact le plus important est vraiment un impact qualitatif. Donc, on vient vraiment, c'est un levier sur l'éducation des consommateurs de demain. On vient vraiment donner des connaissances, des compétences, éveiller les élèves à la saine alimentation, et à l'alimentation locale, l'alimentation de proximité. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure collaboration avec les centres de services scolaires. Donc, on a pu ouvrir la discussion, avoir des beaux échanges, des beaux projets collaboratifs, ce qui nous permet vraiment de comprendre leur réalité et leurs besoins et d'adapter aussi nos approches en ce sens-là. Ça permet d'offrir des activités culinaires dans les écoles primaires qui ont peut-être pas de service alimentaire, comme je mentionnais tout à l'heure. Puis, ça permet de mettre de l'avant les priorités des écoles, parfois des priorités en saine alimentation, donc le cadre de référence qui doit être respecté, la littératie alimentaire, tout ce qui est l'éducation, compétences culinaires, tout ça, mais aussi combiné aux priorités de la SNAC parce qu'on vient mettre de l'avant des produits locaux, donc on vient augmenter aussi l'approvisionnement alimentaire local et régional. Est-ce que c'est possible de répliquer l'initiative? Bien sûr. Des petits points comme ça, en fait, on propose de venir choisir un ingrédient fort régional, donc ça peut venir augmenter aussi l'impression d'identité régionale, que ce soit un produit identitaire ou un produit qui est produit en grande quantité. Ça peut être super intéressant de venir le mettre de l'avant parce qu'on a un sentiment d'appartenance à ce moment-là, quand notre centre de service scolaire est également dans la région. Puis de s'inscrire dans la dynamique d'un événement existant, ça vient augmenter l'engouement aussi, l'énergie, le nombre de participants pour l'événement. Donc, le premier exemple que je vous ai présenté avec le CSS des Savoirs, on s'était joint à l'événement Les institutions Mange local d'aliments du Québec qui a lieu en septembre. Il y a aussi le défi Je mange local des tables de concertation bioalimentaire qui est là tout au long de l'année à laquelle on peut s'y inscrire. Puis je pense aussi également au mois de la nutrition, donc qui a lieu à tous les mois de mars. Parfois, ça peut être un intérêt là, pour les écoles d'offrir des projets dans le cadre de ce mois-là, donc on peut s'y intégrer également. Puis c'est sûr que la formule clé en main, c'est un facteur d'engagement au projet. Comme je mentionnais tout à l'heure, le manque parfois de ressources, de temps, c'est des professeurs parfois qui vont porter ce type de projet-là. Donc d'avoir quelque chose dont on sait où on s'en va, c'est clair, c'est bien structuré, on a tout en main pour le mettre en place, c'est certainement là, un facteur de réussite aussi au projet. Donc, ça fait le tour pour ma présentation. Je vous remercie. Je vais redonner la parole à Virginie. Merci beaucoup, Sarah. Une présentation qui met bien la table pour nos échanges, intéressante et qui aussi annonçait un peu les interventions de nos autres collègues. J'aimerais tout de suite inviter Annie à réagir. Annie, et puis peut-être avant ça, avant Annie, j'ai vu une question dans le QNR qui concernait Pascal Chaumette nous demande est-ce qu'il y a un lien vers les fiches recettes? Alors avant de te laisser la parole, Annie, je répondrai à Pascal en lui disant que dès lors que l'institution est accompagnée par l'ITHQ, c'est le bénéfice d'être accompagné par l'ITHQ, c'est d'accéder à un recueil de recettes de près de 30 recettes. Donc, vous devez impérativement être accompagné, donc une institution accompagnée par l'ITHQ dans le cadre de la SNAC. Et là, vous avez accès gratuitement à nos fiches recettes. Pour ce qui est du point d'Alexandre, je vais laisser réfléchir nos collègues sur ce point-là, qui était est-ce que les écoles ont un intérêt pour le quinoa québécois? Parce que oui, il y a du quinoa au Québec. Avant de répondre à cette question, je vais laisser nos collègues intervenir à tour de rôle. Donc d'abord Annie, puis Marie-Claude. Et si vous souhaitez rebondir tout de suite sur la question du quinoa québécois, vous nous le ferez savoir. Donc Annie, tu es donc conseillère en commercialisation au Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière. Comment s'est déroulée justement ta collaboration avec l'ITHQ? Avec beaucoup d'enthousiasme. Quand Maude, qui est en congé en ce moment, et Sarah m'ont abordé à ce sujet-là, c'était vraiment comme, je trouvais ça intéressant parce que le milieu institutionnel, nous,
c'est tout nouveau aussi qu'on le travaille. C'est en même temps que la SNAC, en même temps que vous, qu'on a commencé à s'y intéresser. Donc, une importance d'être plus présent, d'être vraiment dynamique sur le territoire. Donc, on était bien heureux de ça. On le voyait, là, c'est, tu sais, l'étape de concertation, c'est le rapprochement de l'offre et la demande dans ce mandat-là, mais ça l'est aussi au niveau du détail, au niveau de l'agrotourisme, dans d'autres sphères, mais on était moins familière, notre équipe, avec le milieu institutionnel. Donc, c'était de travailler ensemble pour faire un beau développement commun. Puis, ça véhiculait aussi la marque Goûter la Nodière et faisait valoir le savoir-faire. Au niveau du choix des produits, c'était les petits fruits. On a beaucoup de producteurs de petits fruits dans la région. Plusieurs, pour les plus petites institutions, peuvent approvisionner. Et Fruits du Jour est une superbe entreprise qui distribue partout au Québec avec dans certains réseaux de grande distribution. Donc, pour ça, c'est intéressant aussi. C'était facile pour les écoles de s'approvisionner. Peut-être, Sarah l'avait mentionné, mais le prix de participation, c'était quoi ce prix que se méritaient les écoles qui participaient au projet? Bien, dans le fond, on offrait, c'était très vaste, un beau terrain de jeu. Ils avaient une valeur de 750 pour dépenser pour une visite ou en produit ou une démo culinaire. Il faut dire que quand les gens s'inscrivaient, on ne savait pas si c'était une école complète qui gagnait ou une petite classe selon. Donc, c'est pour ça c'était important d'avoir de la latitude dans le prix gagné pour faire vivre aussi une belle expérience, quel que soit le nombre de gagnants. Et là, je pense que l'école gagnante est allée dans une ferme, n'est-ce pas? D'accord, je pense que je le disais plus tard. Donc, oui, ils ont visité la terre des bisons, c'est une école de Radun. Donc, ça leur a permis de visiter et ils se sont bien tombés parce que c'est une ferme qui a aussi un économisé. Donc, ils ont appris aussi sur l'élevage. Il y a des beaux sentiers et comme c'était un petit groupe d'élèves, ils ont pu avoir aussi chacun quelques produits régionaux à rapporter à la maison. Donc, c'était vraiment une belle tournée complète puis une belle expérience pour tous ces gens-là. Absolument. Puis pour les élèves, ce sont des futurs consommateurs, comme le disait Sarah, donc toujours intéressant. Marie-Claude, peut-être évoquer avec toi la genèse du projet de ces fameuses recettes à la poudre de Ténébrion. Je rappelle simplement que tu es chef d'équipe en gestion alimentaire et soutien au développement à l'éducation, à l'alimentation durable au centre de service scolaire Rive du Saguenay. Comment cette idée a germé dans vos têtes de faire des recettes à la poudre de Ténébrion? Oui, merci. Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, il faut le dire que le Centre de service scolaire des Rives-du-Saguenay est assez innovant du côté alimentaire, puisque depuis déjà 8 ans, je suis employée comme technicienne en gestion alimentaire. L'équipe a grossi aussi au niveau des techniciennes, ce qui nous amène à l'éducation à l'alimentation durable. Donc, nous, on travaille beaucoup la littératie, comme Sarah le nommait, donc par l'entremise d'ateliers culinaires qui sont en partenariat avec les enseignants, évidemment. Donc, toute la pédagogie est vue au travers de nos recettes. Et à chaque année, avec notre table agro-régionale, donc la zone boréale, nous avons la chance, 2 fois par année, en fait, de se concerter, d'être assis autour de gens qui proviennent d'institutions et dont on nous fait la présentation de plusieurs producteurs, de plusieurs produits régionaux, collaborateurs possibles pour justement innover dans nos choix de recettes lorsqu'on fait les ateliers culinaires dans les écoles. Et ça, c'est autant des maternelles 4 ans qu'au secondaire et même les jeunes adultes. Donc, suite à une présentation de la compagnie, l'entreprise Ribosome, qui est régionale, pour être honnête, je n'étais pas une fervente d'insectes, mais sa présentation m'a vraiment, je dirais, piqué ma curiosité, en fait, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'on peut penser de faire l'élevage, en fait, de Ténébrion. Et sa petite twist qui m'a fait, en fait, réagir, c'est la torréfication de cet insecte, puisque cette torréfication crée le goût de cacao, ce qui est très différent de d'autres producteurs de Ténébrion. Donc, tout de suite, cacao, j'ai associé ça à ça va être intéressant avec des jeunes. Donc, on a vite réalisé que ça pourrait être vraiment innovant,
toujours dans la même lignée que l'on fait là, au niveau du centre de service scolaire, de vivre une petite activité davantage au secondaire. On est allé vers cette clientèle. Donc, avec l'ITHQ, réalisation de 3 recettes. Puis, ça a permis, en fait, là, de faire connaître, oui, cette compagnie régionale, parce qu'à travers nos ateliers culinaires, on a vraiment le soin, on prend le soin de mettre en valeur les produits régionaux, mais aussi québécois. Donc, quand on a la chance, puis ça permet aussi d'être de proximité et étant donné une région un petit peu plus éloignée des centres de la ville, en fait, on a toujours une petite difficulté avec l'approvisionnement. Fait que quand on travaille plus localement, on y arrive davantage. Fait que cette collaboration avec les THQ nous a vraiment amené ailleurs, je dirais ça comme ça, dans une variété de recettes non connues normalement. Absolument. Puis j'ai envie de rebondir là-dessus pour te poser la question. En fait, c'est une question aussi d'opportunité, c'est-à-dire que tu as profité de ta participation à une activité organisée par une table de concertation bioalimentaire de ta région. Absolument. Puis le mot opportunité est très important parce que, évidemment, en ayant comme métier cet intérêt déjà vers l'alimentation, automatiquement, c'est des choses qui vont m'interpeller et on souhaite que le jeune, avec ses connaissances, puisse évoluer puis devenir un adulte qui connaît très bien le comment c'est fait, savoir aussi comment se procurer les aliments, mais qu'est-ce que ça va apporter de bienfaits au niveau de la santé, par exemple. Donc, oui, c'est une opportunité, puis c'est surtout un intérêt. Il a su me susciter l'intérêt avec sa présentation, puis c'est aussi un produit qui est facile à être transformé ou utilisé dans un contexte scolaire. On l'a nommé tantôt, Sarah, il y a des enjeux, du temps, la préparation, l'approvisionnement. Les allergies aussi sont un enjeu important. Donc, c'est sûr que dans certains produits, dans notre cas de la poudre ténébrion, c'est quand même non négligeable. C'est l'allergie aux crustacés. Par contre, très peu présent dans les écoles quand même. Donc, c'est toujours agréable, là, c'est ça, de regarder les variétés de produits qu'on peut travailler dans les recettes. Et puis la question qui tue un petit peu, est-ce que les élèves ont aimé ça? Absolument. Donc, en fait, la première approche, c'est curiosité. Nous, on avait quand même fait une petite installation avec affiches et c'était très important autant pour la compagnie Rébozone que pour nous. Ce n'était pas un «et-tu game» entre guillemets, là. Ce n'était pas vas-y, je te lance, es-tu capable de faire ça? C'était vraiment l'important, là, c'était de mettre l'emphase sur le côté nutrition, le côté de l'importance de cette protéine innovante et de démystifier cette utilisation de poudre, en fait, de ténébrion. Donc, curiosité, agréablement surpris du goût, donc aucunement le goût de la poudre de ténébrion, si on veut, aucunement ressenti dans nous. On a travaillé la boule d'énergie, entre autres. Et puis, puisque c'est quand même le goût du cacao qui ressort, donc ça passe inaperçu. Et surtout nutritif, puisqu'il y a certains élèves, là, dans le contexte, on a travaillé dans 2 secondaires. Donc, un, c'est vraiment offert durant une collation du matin, la pause du matin. Et dans une autre école, c'est en partenariat avec un projet qui est vraiment le plein air, le projet extérieur. Donc, le but était de vraiment avoir une collation nutritive avant de se lancer vers l'activité en nature. Donc, ils en ont vu un bienfait nutritif, les jeunes, oui. C'est génial. Et puis, je rappelle que les 3 recettes, c'était une barre d'énergie à la poudre du ténébrion. C'était barre pomme et je me Et souviens plus carottes. du nom. Ah, c'est ça, pomme carotte. L'autre, c'était un petit muffin chocolat pour chocolat courgette. En plus, vous intégrez les légumes. Pour l'avoir goûté, c'est bluffant. Et la troisième, c'était la boule d'énergie. Alors, une petite boule d'énergie délicieuse et nutritive, comme l'avait précisé Sarah, en plus avec des bienfaits donc, pour la santé. Donc, on est quand même partant. On peut être étonné, mais c'était quand même très intéressant. Sarah, on comprend qu'il y a quand même une relation qui s'établit, là, comme l'a mentionné Marie-Claude, entre l'institution publique et le transformateur ou le producteur québécois. Est-ce que l'ITHQ accompagne les transformateurs ou les producteurs?
C'est une bonne question. Je dirais, en fait, c'est une relation un peu plus indirecte là, qui se crée. Donc, le Centre d'expertise de l'UTHQ offre du service conseil aux entreprises de l'hôtellerie, aux restaurateurs, aux institutions publiques par notre service d'accompagnement. Par contre, on n'accompagnera pas directement les producteurs transformateurs. Mais au sein de la SNAC, on est plusieurs partenaires et donc d'autres partenaires qui, eux, oui, vont offrir du service conseil aux producteurs transformateurs. Donc, je pense au RTCBQ, aux tables de concertation bioalimentaire, au Centre Humani, qui vont pouvoir vraiment travailler avec eux. Et nous, par la bande, là, on vient travailler avec ces mêmes partenaires-là. Donc, voilà. Absolument. Donc, il y a les partenaires de la SNAC sont des partenaires qui peuvent vous intéresser, membres du public. Je vous invite vraiment à vous tourner vers eux si vous voulez développer des projets ou vous êtes intéressé. Ils sont vraiment là pour vous. Donc, on est une multitude de partenaires. Annie, comment le CDBL soutient les entreprises de la région, à la Naudière en l'occurrence? De plusieurs façons, mais au niveau institutionnel précisément, dans le cadre du projet, on ne l'a pas mentionné tantôt, mais on avait aussi développé des fiches sur les petits fruits de la région et le calendrier des disponibilités. On a repris des choses existantes, mais adaptées pour les écoles dans des fiches qui étaient jointes. Donc, dans le cas des gagnants, notamment, ils me disaient qu'ils avaient présenté la fiche des bleuets à ce moment-là. Donc, comment les nettoyer, les conserver, les cuisiner, les applications possibles. Donc, en souhaitant renforcer aussi l'application par la suite. Au niveau des entreprises, c'est beaucoup du service conseil selon le type de produit. On travaille beaucoup et aussi, très important, des activités réseautage. Donc, c'est une à deux activités qu'on a par année. Une année sur deux, on a un grand salon qui permet aux gens de rencontrer directement, auquel l'ITHQ a participé cette année, Aliments du Québec aussi. C'est toujours mobilisant. Et les activités de réseautage informel contribuent beaucoup aussi à ce que les gens se rencontrent, puis fassent part de leurs besoins, puis puissent s'animer. Parce que parfois, il y a des enjeux au niveau des grandes concessions alimentaires que c'est plus difficile de rentrer. Il y en a des plus petites que c'est plus facile, mais les gens ne se connaissent pas encore. Des fois, les gens ne connaissaient pas de courtier. Des gens qui sont depuis longtemps en affaires, ils disent, je connais des courtiers dans le détail, mais avec qui travailler au niveau de l'institutionnel, c'est d'autres choses. Donc, c'est beaucoup d'informations terrain à diffuser. Puis, les maillages aussi permettent du référencement de fournisseurs potentiels. Oui, encore une fois, pour les personnes qui représentent en tout cas des entreprises bioalimentaires au Québec, n'hésitez pas à vous tourner vers vos tables de concertation bioalimentaire. Elles sont là pour ça. Annie vous a évoqué certains services. Peut-être, Sarah, je pense que tu avais le modèle de fiche Oui, qu'on je pourrait peux le partager partager absolument. pour montrer aux personnes qui sont avec nous à quoi ressemble cette fameuse fiche informative. Donc voilà, vous avez ce type de fiche qui vous donne de l'information, le saviez-vous que, et des informations sur les produits régionaux. Là, Donc, en particulier pour le CDBL. c'est ça, Vas-y, c'est Sarah. vraiment les 3 fiches qui sont venues là, appuyer le projet de collation à base de petits fruits avec le CSS des Samars, donc qui ont été développés par le CDBL. Une fiche par petits fruits, puis ça venait ajouter encore une fois à côté éducatif. On pouvait les utiliser dans la classe, dans la salle de classe qui a été utilisée pour faire l'activité culinaire. Puis on parle encore de littératie alimentaire, mais ça vient encore une fois augmenter les connaissances, les compétences là, des élèves pour faire de meilleurs choix là, par la suite. Donc, des très belles fiches. Merci beaucoup, Sarah. Là, je vous pose une question à toutes les trois. Selon vous, quel est le défi principal auquel les transformateurs font face pour intégrer le réseau scolaire? Peut-être, Sarah, tu auras un début de réponse pour nous? Tout à fait, je peux débuter, vous pourrez compléter par la suite. C'est sûr que, bon, au niveau budgétaire, comme je l'ai nommé tout à l'heure, c'est un enjeu. Les allergènes aussi, c'est quelque chose de préoccupant donc, pour les écoles. Donc, il y a certaines écoles, les noix et ou les arachides ne pourront pas être inclus
pour certaines qui sont plus flexibles. Donc, ça va vraiment dépendre d'une école à l'autre. Les écoles secondaires, des fois, ça va être un peu plus permis là, que les écoles primaires. Sinon, au niveau des allergènes, qui soient bien identifiés sur le produit, bien déclarés, là, c'est très, très important, en fait, non négociable, je crois, pour les écoles. Puis, au niveau de l'approvisionnement, tout ce qui est logistique, ça peut être, encore une fois, comme je mentionnais, ça va être différent d'une école à l'autre, d'un CSS à l'autre. Donc, ça peut être certains enjeux aussi rencontrés. Puis, je ne sais pas si Marc-Claude, tu veux renchérir de façon un peu plus terrain encore sur cette question. Oui, ben, en fait, j'allais dire l'allergène de notre côté est inévitablement le premier point là, lorsqu'on regarde les allergies. Évidemment, tout ça varie en fonction d'une politique cadre qui va être remis à neuf, si on veut. Donc, au bout du jour, fait que ça va s'en suivre des recommandations peut-être différentes au niveau des allergies, mais c'est un grand enjeu que nous vivons, nous, du côté au niveau du Saguenay, par rapport à l'approvisionnement, où on a souvent la trace de. Et nous, pour s'assurer en fait d'un minimum là, de risque, on s'assure là, aucune trace, que ce soit noix ou arachide. Évidemment, il y a d'autres allergènes. Dans ce cas-là, on les travaille cas par cas. Puis je renchéris avec l'histoire du quinoa, finalement, de la question en lien avec le quinoa, Merci. qui est effectivement un produit hyper intéressant dans le contexte où nous, on vit des ateliers culinaires très variés. On peut passer de la découverte de l'œuf, de la fine herbe, de l'érable, de la camerise et pourquoi pas le quinoa. Mais ça va être un des enjeux, c'est-à-dire au niveau des contaminants croisés, quelle sera en fait la réalisation du produit et l'approvisionnement. Oui, c'est une chose de devoir le ranger, de pouvoir le garder aussi dans un endroit sec, conforme pour la qualité du produit, mais c'est aussi l'accès au produit. Puisqu'on est assez éloigné en région, on a quand même des frais rattachés aux livraisons. Donc, on parle de budget, inévitablement, payer de la livraison, des fois, nous dérange un petit peu par rapport qu'on préfère que l'enfant se nourrisse avec l'argent que nous avons, mais en même temps, si on veut avoir des produits québécois, régionaux, il faut se permettre cette petite contrainte, si on veut. Puis souvent, on va travailler avec des quantités un petit peu plus en vrac, ce qui pourrait être aidant, là, peut-être pour l'accessibilité des produits. Merci pour la réponse à la question d'Alexandre à propos du quinoa. Bien apprécié, Marie-Claude. Je vois une autre question, puis j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans la section Q&R de ce webinaire. Il y a une question de Tao Nguyen de Bombo Collection. Salutations, Tao, qui s'adresse plutôt à Sarah et qui pose la question suivante. Est-ce que l'ITHQ travaille avec toutes les tables de concertation bioalimentaire, puisque l'offre de toutes les tables régionales ont des ressources et des services très, très différents. Donc, est-ce qu'il y a une collaboration qui existe? Oui, absolument. Donc, c'est ça, on est 8 conseillers conseillères en approvisionnement local, puis on est partout dans les régions du Québec. Donc, chacun d'entre nous, on a des relations privilégiées avec les différentes tables de concertation bioalimentaire. Donc, on est vraiment en lien avec chacune d'entre elles, puis on communique assez fréquemment pour se tenir au courant là, de part et d'autre. Donc, oui, on a des relations avec toutes les tables de la région, de toutes les régions. Et puis, Tao complète, je me permets, Sarah, Tao complète avec j'ai l'impression que les projets entre les centres de services scolaires et l'ITHQ concernent plutôt les ingrédients plutôt que les produits transformés. Est-ce que je me trompe, demande-t-elle. Bien, en fait, c'est les 2 projets qu'on vous a présentés aujourd'hui. C'est sûr que c'est des recettes qu'on a développées, donc à partir d'ingrédients de base, oui. Donc, il y a ça va venir de la demande vraiment de l'institution. Donc, je vois Marc-Claude là, qui va vouloir rajouter, mais ça peut être une préoccupation aussi là, de respecter la politique cadre, d'avoir quelque chose de nutritif. Donc là, si on veut se rapprocher de ça, de cuisiner à base de produits de base, là, peut être intéressant. Puis les projets présentés aujourd'hui, c'était un projet de développement de recettes. Donc oui, nécessairement, c'était des produits de base qui ont été travaillés. Je me permets, Marie-Claude. c'est pas nécessairement mis de côté de travailler avec un produit fini, en fait, puisqu'on a quand même, dans notre cas à nous et dans plusieurs écoles du Québec, le fameux
clubs des petits déjeuners, en fait, qui sont déjà très, très actifs dans différents produits, trouver les meilleurs produits régionaux et québécois, assurément. Mais au-delà de ça, chaque école souhaite parfois offrir des collations, avoir toujours la petite armoire qu'on appelle survie, donc des élèves qui manquent, par exemple, d'une collation dans la boîte à lunch. Fait que c'est quand même considérable d'avoir un produit qui est déjà fait, qui va être évidemment emballé probablement en portions pour éviter toute la gestion humaine, hein. Il faut se le dire, le temps manque. On a beaucoup de... L'école, au départ, c'est l'apprentissage, c'est l'enseignement, son premier rôle. Donc, évidemment, on veut aussi nourrir et assurer que l'enfant soit ait toutes les chances de bien apprendre. Donc, l'alimentation en fait partie. Fait que je pense que c'est quand même intéressant de travailler un produit fini puis de l'offrir, mais dans des contextes en considérant les allergies, le prix, évitablement, l'approvisionnement, voyons, le transport finalement vers les écoles. Merci beaucoup. Puis, juste, c'est vrai que, Bonbons Collection, ça propose des produits, sans allergènes. Donc je pense que Tao avait, pour le coup, pour ça, pour le côté allergène, ça allait. Jérémy, je vous propose de poser votre question dans la section Q&R. On ne prend pas de questions en ligne, donc n'hésitez pas à rédiger votre question dans la section Q&R. Et justement, parlant des produits, quels produits pourraient être intéressants, à proposer dans les écoles? Je sais que Sarah, pour être sur le terrain avec l'équipe des conseillers en approvisionnement local, tu as probablement quelques produits qui pourraient être intéressants d'introduire ou en tout cas de développer. Donc, on t'écoute. Oui. Ben justement, on va parler de produits là, qui sont prêts à l'emploi. Donc, des collations faites à partir de coproduits. Ça peut être des choses intéressantes, justement, quand on parle de miser sur l'éducation, donc de faire découvrir ce type de produits-là, donc des coproduits, des fois, qui sont rejetés en transformation alimentaire, mais qu'on va revaloriser. Donc, je pense à des coproduits là, à base de drèche, qui est un résidu de brassage de bière là, qu'on commence à avoir de plus en plus dans les produits sur le marché, dans des craquelins, des bases de crêpes, par exemple. Donc, ça peut être intéressant. Ça a un volet aussi éducatif. Des items qui se conservent longtemps en température ambiante aussi, c'est intéressant, comme Marc-Claude mentionnait, au niveau de la logistique d'approvisionnement, ben là, ça vient aider là, de ce côté-là. Merci Sarah. Sarah, il arrive que ton écran gèle, donc je ne sais pas si c'est juste de mon côté, c'est possible, mais c'est pas grave. Si j'ai un petit délai de réponse, ne t'en fais pas, tout va bien. Il y a une question de Caroline qui pose la question, les pommes fraîches. Alors peut-être je me tourne vers Marie-Claude. Est-ce que les pommes, vous utilisez des pommes du Québec? En tout cas, je me croise les doigts pour la Oui, en réponse. fait, on Ouh, priorise assurément les pommes du Québec. Des fois, c'est non accessible là, dans le marchand, là, mais ça, c'est un enjeu, bon, autre que le contrôle qu'on peut avoir. Mais oui, la pomme, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, mais pour être honnête, la pomme est très commune, hein. Donc, parfois, les élèves deviennent un petit peu, je dirais, pas tannés, mais c'est-à-dire qui aimeraient oser la variété, puisque la pomme est souvent très accessible à la maison déjà et souvent dans la boîte à lunch. Donc, si on a une option de la transformer ou de ou tout simplement, souvent à l'automne, là, c'est ce qui se vit, là, c'est la découverte des variétés de pommes. Donc, oui, il y a un accent, mais est-ce qu'à l'année, on l'offre assurément, mais parfois, on cherche autre variétés là, pour nous aider. Oui, les pommes lyophilisées, je renchéris, je vois ça, c'est Virginie. parfait, En c'est fait, très bien. assurément, ce produit est très intéressant puisque dans la région, nous, on a Cosmo Lyo qui fait des petits fruits. Je pense à Annie. Lyophilisé, c'est un coup de cœur de notre côté. Les élèves ont adoré. C'est quand même une petite collation un peu plus luxueuse, j'appellerais ça comme ça, puisque c'est quand même un fruit qui demande une transformation différente que la sécher finalement. Mais oui, je pense que le fruit lyophilisé est un aliment à découvrir et qui permet la conservation à long terme. Alors, ça se conserve bien, mais d'autant plus que vous aviez gagné un prix, le Oui, centre de service scolaire Rive du Saguenay, avec une préparation, un parfait aux fruits lyophilisés, justement, n'est-ce pas? absolument. Donc, au niveau de la région, le gala de la zone boréale, nous avons collaboré avec, quand on parle de collaboration, ça a été un coup de cœur, cette entreprise.
très important le lien ensemble puisqu'il est mon livreur, il est mon distributeur, il est celui qui connaît la recette. Donc, il faut qu'on soit vraiment en partenariat. Là, c'était vraiment la clé. Puis, ensuite, c'est si facile de faire découvrir ce produit-là aux élèves, puis de l'utiliser aussi de façon variée. Donc, nous, ça a été un parfait au petit fruit avec l'introduction du fruit lyophilisé. Merci beaucoup, Marie-Claude. Je vois une question de Caroline Benoît dans la section Q&R qui dit « À votre connaissance, y a-t-il eu de l'accompagnement ou du soutien à des concessionnaires scolaires pour les aider à intégrer des produits locaux à leur menu ?» Alors, j'hésite à la question à Sarah ou à Annie pour l'accompagnement donc aux concessionnaires scolaires. Je peux débuter une réponse. Dans le fond, dans le cadre de la SNAC, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus d'aliments locaux dans les assiettes, que ce soit dans les écoles, établissements de santé. Donc, si c'est un concessionnaire alimentaire qui est sur place, c'est lui qui offre le service alimentaire là, dans l'école. Donc, oui, on va l'accompagner à ce moment-là pour l'aider là, à augmenter son approvisionnement local et donc permettre aux élèves, aux étudiants et à ceux qui vont acheter les aliments dans les institutions publiques, les consommer et accès à une plus grande part d'aliments locaux là, dans leurs assiettes. Merci beaucoup. Annie, veux-tu compléter la Bien, réponse de peut-être Sarah? mentionner que les concessions alimentaires, pour nous, sont toujours invitées dans les événements, sont invités à participer, puis il y a des communications régulières. Puis quand quelqu'un qui a une demande spécifique, un enjeu spécifique, ils peuvent communiquer avec nous là, sans problème en tout temps. Là. Donc, on connaît bien nos entreprises, puis ils savent qu'on connaît bien nos entreprises. Donc, le maillage se fait naturellement. Absolument, merci beaucoup. Puis Jérémy qui posait la question sur, en tant que producteur, maraîcher et distributeur de fruits et légumes, comment je peux rentrer en communication? C'est un peu la même méthode, c'est-à-dire à la fois, vous pouvez communiquer avec l'équipe de la SNAC à l'ITHQ, donc snac@ithq.qc.ca, soit vous pouvez communiquer avec la table de concertation bioalimentaire de votre région. Taour demandait également, dans le cadre des restrictions budgétaires actuelles, si l'on désire comprendre les cibles des centres de services scolaires, comment peut-on ouvrir le dialogue et est-ce qu'on contacte chaque CSS? Alors, je vous dirais oui, a priori, puis Marie-Claude, tu me diras si je me trompe, mais si vous voulez en savoir plus sur les cibles des centres de services scolaires ou ce que souhaitent les centres de services scolaires, vous pouvez communiquer directement avec chaque centre de service scolaire. Marie-Claude, voulais-tu rajouter un point? En fait, c'est vraiment la première étape. Et dans chacun des centres de services scolaires, après ça, découlent différentes personnes qui peuvent naviguer autour de l'alimentation. Ce n'est peut-être pas un département précis, c'est ce qui est plus difficile à cibler. Donc, en partant d'en haut, finalement, on espère pouvoir vous descendre à la personne ressource. Nous, on a vraiment cette chance là, au niveau des Rives du Saguenay d'avoir une équipe avec comme technicien en gestion alimentaire avec une conseillère pédagogique qui permet de travailler l'alimentation. Donc, quand on a des enjeux, c'est ramené directement de notre côté. Puis après ça, on est capable, on est en mesure de voir la faisabilité d'une offre d'aliments. Mais dans le cas des autres centres de services, je pense que, puis Annie en est un exemple, je pense que c'est très variable. C'est ce qui est difficile pour le moment. On n'a pas une ligne conductrice sur la personne ou le département dans un centre de service là, qui est rattaché. Souvent, les ressources matérielles en découlent un petit peu puisque c'est les concessionnaires, les traiteurs découlent d'habitude des contrats, des ressources matérielles. Peut-être une possibilité, en tout cas, vers cette ressource. Merci Marie-Claude pour cette réponse détaillée. Guadalupe Lopez posait la question si dans les écoles du Saguenay, il y avait des élèves qui avaient des cours de littératie alimentaire. Je remercie Mylène Hébert qui est donc de la table de concertation bioalimentaire du Saguenay qui fait une réponse dans le clavardage. Donc, je vous invite à aller voir si cette question vous intéresse. Manon demandait quelle est la viande la plus utilisée dans les écoles? Alors là, j'ai aucune idée à qui je dois adresser la réponse. Peut-être à Marie-Claude.
la De viande la notre plus côté, utilisée? oui, de notre côté, on utilise très peu la viande. Pourquoi? Pour une question au niveau de la transformation, de la cuisson et de l'hygiène. Deuxièmement, au niveau des coûts. Par contre, on est loin d'être fermé à ça. Donc, ça arrive souvent on appelle ça des ateliers spontanés. Donc, des petits projets tacos, des petits projets de soupe iroquoienne là, dans le cadre de l'éducation, voyons, l'histoire, en fait, les cours de programme d'histoire. Nous, on rattache toujours nos sujets ou nos thèmes à un volet pédagogique vu en classe. Donc, c'est souvent travaillé, on va travailler davantage la légumineuse, l'œuf ou parfois même la conserve, donc au niveau du poisson en conserve, mais c'est très varié. Donc, mais on peut assurément regarder au niveau de la viande, mais c'est beaucoup rattaché au budget, je vous le dirais, qui est notre enjeu quand on parle d'un atelier culinaire. Évidemment, quand on parle de concessionnaire de repas, services, ça c'est sûr que c'est un autre dossier finalement. Merci Marie-Claude. Il nous reste peu de temps. Je vois Rosalie qui a déjà ouvert sa caméra et qui nous signale qu'il nous reste un petit 5 minutes. Je voudrais quand même mentionner aux entreprises bioalimentaires qui sont parmi nous, parce qu'on en avait discuté en préparant ce webinaire, quels sont les produits consommés dans les écoles et pour lesquels on a de la difficulté à trouver une option québécoise. Alors, je ne vais pas donner la parole à nos panélistes, je vais donner un début de réponse, puis vous le saurez pour vous, représentants d'entreprises bioalimentaires, que ce sont des produits qui demanderaient peut-être à être développés de votre part. Donc, ce sont les céréales à déjeuner saines et durables, le gruau rapide et les bartendes moelleuses. 3 produits pour lesquels l'option québécoise n'est pas toujours là, ou en tout cas mériterait d'être connue. Si jamais vous en préparez, faites le savoir auprès, encore une fois, des tables de concertation bioalimentaire ou auprès de l'ITHQ, et nous ferons monter l'information. Peut-être je laisserai en une phrase à tour de rôle, je vous pose la question suivante. Quels sont les impacts les plus significatifs de ce modèle de projet collaboratif? D'abord, Sarah, en 20 secondes. Je vais faire ça rapide. Je vais renommer encore la littératie alimentaire, donc l'augmentation des connaissances des élèves, puis nécessairement la place qu'on fait plus grande des produits locaux dans les assiettes des institutions publiques. Merci beaucoup. Je donne la parole pour la même question. Donc, quels sont les impacts les plus significatifs de ce modèle de projet collaboratif auprès de Marie-Claude, d'après toi? Je dirais l'impact au niveau de la communauté. On a une petite phrase qu'on dit souvent, ça prend un village pour éduquer un enfant. Donc, je crois fermement qu'au cœur, en fait, l'enfant y est et tout ce qui gravite autour permet vraiment de faire vivre la communauté puis d'augmenter les chances d'avoir accès à certains aliments et tout. Donc, moi, c'est vraiment cet aspect-là, je dirais, là, qui en ressort par rapport à ces initiatives-là. Oui, je pense qu'on est plusieurs à seconder ce point-ci. Puis je vois que Brigitte Marcotte a indiqué dans la section QNR, ensemble redonnons naissance à l'alimentation de demain. Ben, on est justement en plein là-dedans. Je terminerai avec Annie. Annie, selon toi, quels sont les impacts les plus significatifs de ce projet collaboratif? Il y en a beaucoup, mais le développement de nouvelles collaborations qu'on souhaite qui va durer dans le temps, autant avec l'ITHQ, les commissions scolaires, nos entreprises sur le terrain. Et aussi, ça nous fait plaisir de contribuer à ce que vous alliez, l'ITHQ, rejoindre d'autres entreprises, d'autres concessions alimentaires, qu'on grandisse ensemble, puis tout le monde va être gagnant en travaillant, tout le monde dans la même direction. Absolument, merci beaucoup. Puis je préciserai que, encore une fois, il y a d'autres partenaires au sein de la SNAC qui s'attachent, en tout cas qui sont les liens directs auprès des entreprises bioalimentaires. Je pense au centre Umami en particulier, qui accompagne les entreprises bioalimentaires du Québec, un peu plus peut-être que du côté de l'ITHQ, l'ITHQ, nous, on parle plutôt aux institutions, au secteur institutionnel. Mais bien évidemment, ce rapprochement, c'est un essentiel à la fois auprès des entreprises, des institutions
et des tables de concertation bioalimentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir posé vos questions. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions posées. Si vous étiez dans le clavardage, vous êtes trompés, je vous avais dit Q&A, je vous taquine. Je remercie nos conférencières pour vos interventions éclairantes. Je cède à nouveau la parole à Rosalie. Encore merci pour nos échanges et merci au RTCBQ. Oui, merci tout le monde pour ce beau webinaire. Il y a beaucoup d'informations qui ont été partagées au courant de la journée. Vous allez tous recevoir un courriel avec différents liens, puis les réponses là, aux questions que vous avez demandées. Donc, l'enregistrement sera disponible dès aujourd'hui sur le site web du RTCBQ, donc le www.rtcbq.com, afin de nous aider à demeurer pertinents avec le contenu proposé dans cette série de webinaires. Je vous remercie d'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui va être acheminé par courriel. Donc, vous allez recevoir un petit courriel avec un petit formulaire d'appréciation au courant de la journée. Puis, ne manquez pas notre prochain Midi-Snack le 3 juin prochain sur maîtriser l'étiquetage des aliments pour maximiser votre conformité. Donc, ce webinaire qui est dans le cadre du programme Alimentation saine du RTCBQ a pour but de faire une mise en bouche d'un accompagnement d'une vingtaine d'entreprises de producteurs transformateurs des 4 coins de la province pour valoriser et commercialiser des produits sains. Donc, si ça vous intéresse, les informations vont également être disponibles par courriel que je vous envoie aujourd'hui. Donc, merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite une super belle journée.